La chose que je retiens le plus de cette aventure-là, c'est que de pas se presser. Je me suis dit, le projet on le commence, dans un an il est sorti de terre et on est ouvert. Ça a pris 3 ans. Et bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui au 7 Paddle de Narbonne. Première chose, qu'est-ce qui vous a motivé les gars à monter un projet paddle? J'ai commencé le paddle et je dis attends mais... Ouais, je voulais faire de base un club de foot et de basket, indoor. Okay. Et quand j'ai commencé le paddle, le premier jour je dis attends non, c'est pas ça que je dois faire, c'est sûr. C'est du paddle à fond. 3 ans plus tard, ça a quand même mis 3 ans avant d'arriver là. Entre la première idée, les premiers terrains que j'avais trouvés, qui étaient un terrain familial et un hangar familial, et aujourd'hui ce projet qui n'a absolument rien à voir dans la dimension. Les premières étapes quand on veut créer un club comme ça, parce que c'est immense, ouais. Quelles ont été les choses sur lesquelles vous avez tout de suite commencé à réfléchir? Qu'est-ce qui étaient les 2-3 premières choses où vous vous êtes dit ok, on veut monter ce projet, qu'est-ce qu'il nous faut? Ben déjà il faudrait déjà le terrain, déjà c'était important. Au départ j'étais tout seul sur le projet avant de proposer en premier à Loïc de rejoindre l'aventure. Ce qui est important de faire pour une association soit réussie? Je pense que le plus important c'est d'avoir une vision commune. Le but final qui est quand même d'avoir nous un club de qualité, un club où il y a du haut niveau, un club où il y a des loisirs aussi qui sont ouverts à tout le monde, et à terme avec Loïc également une école de paddle qui soit une belle école de paddle, et ça je pense que tous les trois de base on avait cette même envie là de faire quelque chose de qualitatif et ouvert à tout le monde. Peut-être Loïc, si tu veux nous parler un peu des défis toi initiaux pour tout ce qui était justement ramener des joueurs de haut niveau et un petit peu mettre en place le démarrage d'une école de paddle, des cours de paddle, tout ça. Quelles ont été un peu les difficultés du début? Est-ce que voilà. Alors la grosse difficulté du début c'était l'ouverture tout simplement, parce qu'en fait nous on a des périodes un petit peu pour commencer idéalement une école de paddle qui est le mois de septembre, où là l'école de paddle elle va se lancer tout doucement. On a quand même déjà des enfants qui viennent s'entraîner, plutôt à tendance compétition, pourquoi pas même de la haute compétition, avec voilà des petites passerelles à aller faire en Espagne, parce qu'il faut pas se mentir, on a aussi l'avantage de pouvoir y aller, donc faudra pas s'en priver, mais pourquoi pas aussi à terme un sport-études, mais pas oublier aussi non plus tout le quotidien, la gestion. La gestion, il y a toute une harmonisation à faire, un équilibre à trouver, mais en tout cas c'est que des beaux projets, on va pas se plaindre. Alors, une question que j'avais aussi, c'était au niveau des infrastructures. Quels problèmes vous avez rencontrés au démarrage et comment le club évolue? Tu n'as pas besoin de prendre de notes. Je les ai faites pour toi et j'ai fait un récapitulatif que tu peux télécharger directement dans la description avec le résumé de cette interview. La chose que je retiens le plus de cette aventure-là, c'est que de pas se presser. Alors moi, j'ai voulu vraiment faire les choses. Je me suis dit, le projet, on le commence. Dans un an, il est sorti de terre et on est ouvert. Ça a pris 3 ans. On cherchait un terrain qui fasse au minimum 5000 m², bien placé. On est juste à, tu peux en témoigner, hein, on est à 150-200 mètres sur l'autoroute et très proche du centre-ville. Donc c'est un super emplacement pour Narbonne. On a eu cette chance-là de trouver ce terrain-là, mais au bout de 8 mois. Après, on a commencé à travailler sur le permis de construire une fois qu'on avait le terrain, forcément. On a eu 4 mois de travail d'archi, parce que je suis très précis, je voulais quelque chose vraiment de très précis sur à la fois le clubhouse et sur la disposition des terrains pour trouver la meilleure disposition. Est-ce que tu conseilles de vraiment s'entourer d'un architecte quand on n'est pas professionnel du bâtiment? Toi déjà, tu avais une expérience dans tout ce qui était développement de projets immobiliers. Exactement. Et tu t'es quand même entouré d'un professionnel architecte. Moi, c'est une règle. Je pars toujours avec un architecte parce que pour la réalisation de permis de construire, ça emmène un professionnel, mais même dans tous les, en fait, s'entourer de vrais professionnels tout au long de l'aventure, je pense que c'est le plus important. On a voulu partir sur autre chose à un certain moment, et c'est pour ça que le restaurant n'est pas fini, parce qu'on n'est pas parti avec quelqu'un de vraiment professionnel, quelqu'un qui avait un prix un peu plus attractif entre guillemets, mais qui a jamais fini le paddle, qui a jamais fini le restaurant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en retard dessus. Donc vraiment de la patience. On a eu après 9 mois d'acceptation de permis de construire, on a eu des retours parce que la mairie, on a eu des problèmes sur des choses qui étaient légitimes, mais qu'il y a eu des allers-retours, et un aller-retour chaque fois ça repart à zéro. Donc on a eu 9 mois. Après il y a 3 mois de recours des tiers. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut pas toucher le terrain. On a le permis, 3 mois après on peut toucher le terrain. Avant, si on commence quelque chose et qu'il y a des recours,
on peut plus rien faire après. Ok. On aurait pu rentrer 8 terrains. Ok. En termes de superficie, il y avait la... Et oui, et donc tu aurais potentiellement eu un chiffre d'affaires plus conséquent. Plus élevé, et les gens auraient été, je pense, pas forcément sensibles, parce qu'ils sont habitués à avoir les terrains rapprochés, etc. Pas forcément collés, mais rapprochés. Et là, on a 3 mètres de chaque côté pour vous donner un peu les métraits. 3 mètres de chaque côté entre chaque terrain. Tous les 6, il y a 5 mètres où on peut se balader entre les terrains. On a vraiment voulu faire quelque chose d'aéré, où on respire, voilà. Et je pense en hauteur, au plus haut, il y a 15 mètres de hauteur. En fait, j'ai regardé la tournure qu'a pris le tennis, qui était hyper populaire il y a 30, 40 ans. Et en fait, il y a que les clubs premium qui sont restés en vie, avec l'explosion du tennis, avec sa démocratisation aussi, et les clubs municipaux qui ont explosé. Il y a que les clubs premium aujourd'hui qui sont encore en vie, privés je parle, et qui sont encore en bonne santé. Et donc je suis parti sur le même modèle. Et j'ai dit en fait, le paddle, pourquoi ça y échapperait? Au niveau du lancement de l'activité, comment vous avez fait pour attirer les gens à vous et dans un deuxième temps, tu me parleras de si tu peux partager comment vous les avez fidélisés. Qu'est-ce que vous leur apportez aux gens ici en termes de services et... Narbonne, c'est quand même une ville. L'agglomération fait 150 000 personnes. C'est un grand village, quoi. Tout se sait très vite. Mais la mayonnaise a pris dès le début, en fait. Dès le départ. On a fait une ouverture. On a choisi de faire les terrains gratuits toute la journée. Ok, sympa. Avec des stands, il y avait un food truck à l'extérieur, il y avait 2 food trucks à l'extérieur, il y avait un magicien qui est venu toute la journée, l'après-midi. Après, on a fait un concert live. Génial. Et après, il y a un DJ qui est venu derrière. Notre idée, c'était vraiment d'ouvrir en grande pompe, de faire une ouverture avec plein d'animations, que les gens se sentent déjà bien dans le lieu et qu'une envie, c'est de venir y jouer. C'est ça. Exactement. On a fait sur la journée plus de 700 personnes qui sont passées dans le club. On avait plus de 300 joueurs sur la journée. On a commencé le premier mois jusqu'au 15 septembre, donc un mois entier, tous les tarifs à 50%. Ok. Ça, c'était votre stratégie d'acquisition, entre guillemets, pour que les gens viennent et peut-être récupérer déjà des gens qui allaient dans d'autres clubs, les faire venir au moins essayer. Ça. En fait, on est parti du truc, c'est juste venez chez nous. Juste, en fait, le plus dur, c'est que la personne, elle vienne se garer sur le parking. Et après, une fois qu'elle est là, elle dit « Ah putain, mais c'est super, quoi. On va revenir. » Qu'est-ce que tu penses que les gens aiment dans votre club? Pourquoi ils reviennent? Des retours qu'on a. Je peux dire les retours qu'on a, au moins ce sera le plus objectif, tu vois. Un accueil chaleureux, en fait. Plus le lieu, les conditions de jeu. Tous les matins, il y a quelqu'un qui vient nettoyer les vitres. C'est parfait. Tu vas sur ma deuxième question en termes de maintenance, en termes de logistique, de gestion au quotidien. Comment ça se passe pour gérer un club de paddle dernier cri avec 6 pistes? Là, on est... Donc on est 4. Il y a du coup, il y a Loïc qui est responsable directeur sportif, qui s'occupe de toute la partie sportive, donc la gestion des tournois, la direction que prend les cours, etc. C'est lui qui prend ça. Seb qui s'occupe du coup, qui est prof avec nous et qui s'occupe de l'accueil. Après, on a Benjamin qui a fait 25 ans de bar, qui a eu des affaires à lui et qui sait ce que c'est d'avoir une affaire sur la maintenance. Donc on a le ménage quotidien qui est quand même une somme à prendre en compte, entre 1800 et 2000 euros par mois. Donc pour être sûr que ton club soit nickel. Alors, moi, je sais qu'il passe sur les 2000 mètres carrés. Il nettoie les vestiaires, les toilettes, les douches de manière quotidienne. Et il passe l'aspirateur partout de manière quotidienne. Et il nettoie toutes les vitres. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, la qualité de service que vous voulez offrir à vos pratiquants. Pourquoi? Parce que on a des terrains ultra panoramiques. Je trouve que c'est dommage. Ce sport, tu dois jouer avec les vitres, donc les vitres doivent être propres. Pour moi, c'est comme ça. Bon, ça coûte cher, c'est un investissement, c'est clair. C'est comme si tu payais un mec en plus, mais au moins tes vitres elles sont nickel. Au niveau de la communauté locale, la mairie, peut-être le département, tout ça, est-ce qu'il y a eu des aides ou plutôt des freins on parlait de tout ce qui était PLU, autorisation, est-ce qu'ils ont quand même facilité? Est-ce que tu as eu des relations avec eux par rapport au développement du projet ou pas forcément? Non. Non, il n'y a pas eu de... Rien du tout, j'ai malheureusement eu aucune aide ni de personne. Ok. Sur les privés, de toute façon, on le sait, c'est compliqué. Mais quelquefois, si des personnes à la mairie sont un peu, en général, des passionnés de ce sport ou quoi, ils peuvent être force d'aide pour faciliter. Mais là, c'était pas le cas.
Ok. Si demain on a un porteur de projet qui aimerait développer quelque chose comme ça, en plus d'avoir de la patience, en plus de pas lésiner sur la qualité et de pas vouloir aller au moins cher, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme peut-être dernier conseil un peu Déjà, sur le choix des artisans, j'aimerais revenir sur dessus. Parce que ça veut un peu tout et rien dire de dire choisissez bien le bon artisan. C'est comme aller dans le bon resto. Mais bon, ça veut rien dire. Oui. Ça veut rien dire. Donc, vraiment, de prendre des entreprises, je pense que le critère numéro 1, c'est aller voir les réalisations. N'hésitez pas à demander, vous avez fait quoi? Je peux aller voir, est-ce que je peux aller demander? Alors, des fois, oui, bon, j'ai pas demandé quand même, j'ai pas passé, j'ai dérangé. C'est gênant, mais... Ouais, mais en fait, si. Bah si, parce qu'en fait, un club de paddle, nous, il a pris 3 millions d'euros, le club de paddle, et quand on investit 3 millions d'euros, on les investit pas au hasard. Mais même si c'est 500 000, même si c'est 1 million, même si c'est 1,5 million, même si c'est 5 millions, en fait, prenez le temps d'aller voir ce qu'ont fait les entreprises. Nous, on a perdu du temps, on a perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Voilà, donc vraiment, allez voir ce qu'ont fait les entreprises, et chez qui ils ont travaillé et qui les recommande. Voilà, tout simplement.